Bonjour et bienvenue dans l'épisode 162 du podcast Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel anti-brouillard, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. J'accompagne les personnes entreprenantes à affirmer des choix sur mesure pour leur permettre de s'accomplir et de déployer des projets à impact positif et durable. Si vous souhaitez recevoir régulièrement une dose d'inspiration écrite ou audio au service d'une vie plus légère et plus profonde à la fois, inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter sur mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet où je partage réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour nous réchauffer au feu de trajectoires singulièrement inspirantes. Et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? À bout de souffle. L'expression est presque trop poétique pour décrire l'état du système de performance et d'optimisation permanente sur lequel repose notre société occidentale. Monde en polycrise, épuisement des ressources et du vivant, épidémie de burn-out, nous sentons bien, collectivement et intimement, que continuer sur cette trajectoire n'est plus une option viable. Quelque chose est déjà en train de basculer. Le changement est là, il ne nous attend pas. Et face à cette réalité, des questions s'invitent. Comment choisissons-nous de continuer à avancer ? Comment construire un monde plus vivant, plus vibrant, plus habitable pour nous et pour les générations à venir ? Car il est urgent et essentiel de redonner à chacun des repères et des outils pour bâtir un monde plus robuste, un monde dans lequel nous pouvons faire le choix de devenir ou redevenir auteurs d'un avenir désirable, plutôt que de subir un avenir qui ressemble davantage à un mur qu'à un horizon. Mais alors, comment faire autrement, concrètement ? Comment continuer à construire, à décider, à agir dans un monde devenu profondément imprévisible. Ces questions nourrissent mes réflexions depuis plusieurs années, en tant que citoyenne, en tant que mère et en tant que coach professionnel. Et certaines réponses précieuses et structurantes, je les ai trouvées dans les travaux et les interventions d'Olivier Amand, notamment à travers son cours « Construire la robustesse » que j'ai suivi avec joie et intérêt. Olivier Amand est l'un des grands spécialistes de la robustesse. Il est biologiste de formation, chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et il est également directeur de l'Institut Michel Serres. À partir de l'observation du vivant, il éclaire et accompagne entreprises et institutions vers des modèles réellement durables. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels La troisième voie du vivant, Antidote au culte de la performance, ou encore co-auteur de L'entreprise robuste pour une alternative à la performance. Dans cet épisode, nous explorons ensemble la question du choix de la robustesse, à la fois à l'échelle de notre société et à celle de l'individu. Pourquoi et surtout comment faire le choix de la robustesse ? Quelle place donner au choix au cœur de cette démarche ? Et comment accompagner la robustesse tout au long du parcours de vie, à la maison, à l'école, au travail ? Au cours de notre conversation, enregistrée en novembre 2025, Olivier et moi parlons notamment de son parcours et des leçons du vivant qu'il a pu apprendre, de robustesse et du culte de la performance, du nécessaire changement de culture, de leviers d'action concrets, d'outils à tester et à s'approprier, de la difficulté réelle à changer de culture, ou encore de posture et de choix résolument robustes. Bonne écoute! Olivier, bonjour. Bonjour Oriane. Alors Olivier Amand, tu es donc biologiste de formation, tu es chercheur à l'INRAE et tu diriges aujourd'hui l'Institut Michel Serres et tu es également l'auteur de nombreux ouvrages sur la robustesse. Donc moi je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Avez-vous choisi ? On va voir comment on peut entremêler ces questions du choix
et de la robustesse. Mais je suis tout d'abord curieuse de savoir comment tu es passé finalement de l'étude du vivant sous l'angle de la biologie à un questionnement plus élargi et à un engagement aussi plus élargi à ringardiser la performance et à encourager la robustesse, non seulement dans ton périmètre direct, mais plus largement au service de la construction d'une société robuste. D'accord, alors c'est une grande question. Bah, alors, moi, je suis c'est un travail d'équipe, hein, toujours quand on est chercheur. Donc, on a été plusieurs à travailler sur la robustesse, notamment du développement des plantes. Donc, par exemple, voilà, comment une plante arrive à faire des fleurs qui se ressemblent sur la même plante. Ça, c'est une question de robustesse. C'est stable malgré les fluctuations. Donc, ça, c'est reproductible comme forme. Donc, ouais, il y a toute une communauté biologique qui travaille sur ces questions-là dans tous les domaines, hein, que ce soit des bactéries, des animaux, etc. Et puis, j'avais aussi de l'intérêt pour la question écologique, ou plutôt de l'anxiété plutôt pour la question écologique. Et c'est en fait à une rencontre interdisciplinaire avec des artistes. Et c'est des artistes qui, en fait, qui m'ont qui ont fait la connexion, en fait, qui m'ont dit, mais tu sais, là, ton éco-anxiété, ça résonne très fort avec tes histoires de robustesse végétale. Et en fait, c'est une sorte de ding, d'eureka un petit peu. Et bon, après, c'était pas quelque chose de révolutionnaire. Enfin, la robustesse, ça fait très longtemps qu'on en parle, y compris dans le champ écologique. Mais ce qui a changé en biologie, c'est que maintenant, avec les approches systémiques, etc., c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus multi-échelle qu'avant. On voit comment ça émerge. Et en fait, cette approche-là, elle est très pertinente dans le monde socio-économique, dans le monde culturel. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé finalement, c'est d'aller explorer comment cette robustesse systémique, on va dire, dans le monde biologique, pouvait résonner aussi dans le monde social. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu partages, c'est que finalement, il y a eu ce passage de on est dans un fonctionnement en silo qui est chacun à son domaine de prédilection et on creuse, on se spécialise dans un domaine, donc là, en l'occurrence, la biologie et un sujet avec la robustesse qui était déjà là. Et finalement, c'est en dézoomant et en créant des ponts et en faisant des liens avec d'autres univers, notamment l'univers de l'artistique que quelque chose a pris une autre forme, quoi. Tout était là et en même temps, il y avait besoin d'ouvrir, oui, d'élargir finalement le champ de vision pour renouveler la pensée et accéder à une nouvelle étape, quoi. Exactement, ça fait écho à la phrase de Dwight Eisenhower, hein, quand il disait quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Bah, c'est ça en fait, hein. C'est très souvent le piège, c'est quand on bloque sur un problème, c'est de le réduire. Et donc on va toujours trouver un problème qu'on peut résoudre, mais si on résout ce petit problème, très souvent on génère d'autres problèmes ailleurs. Et donc, c'est en effet par l'interdisciplinarité, par la transdisciplinarité, par l'ouverture finalement, que, en fait, on va trouver d'autres solutions qui sont plus transformatrices, tout simplement parce qu'elles sont culturelles. C'est pas juste des solutions techniques pour un petit problème. Hmm. Alors, on parle justement de robustesse. Ce que je te propose à ce stade de notre échange, c'est peut-être que tu puisses donner la définition de la robustesse, justement, pour qu'on puisse explorer. Et puis, j'ai envie aussi que tu nous parles de pourquoi finalement la robustesse s'oppose à la performance alors que nous baignons dans un univers de performance. D'accord, eh ben, je vais répondre à l'envers. Je vais commencer par la deuxième partie de la question. En fait, on rentre dans un monde très fluctuant, très turbulent sur tous les plans. Alors, sur le plan écologique, les méga-feux, les méga-inondations, tout ça, mais aussi sur le plan social, géopolitique. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ça a toujours été fluctuant, et c'est vrai, hein, le monde a toujours été fluctuant, mais sauf que là, le niveau de fluctuation que l'on vit et que l'on va vivre au XXIe siècle va dépasser ce qu'on a vu depuis 10 000 ans. Et ça, c'est ce que disent tous les scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN. D'ailleurs, ça se voit, hein, les événements climatiques extrêmes en France, leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc on sait qu'on est rentré dans un monde fluctuant, c'est-à-dire que c'est plus tellement une prévision scientifique, on le voit. Bah, C'est une c'est Valence il réalité. y a un an, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est le fait scientifique et c'est du vécu. Si on veut bien voir les choses, c'est ce qu'on voit. Alors ça, c'est la donnée de base. Dans un monde très fluctuant, comment on fait? Bah, c'est un peu l'image du bateau. Un bateau, quand il est dans une tempête, il renforce sa coque, les bateaux sont plus hauts, sont plus solides, etc. Et donc il y a un mot pour ça, et ce mot c'est robuste. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc la stabilité, c'est plutôt à court terme et c'est une stabilité dynamique, donc un peu des oscillations comme un amortisseur, hein, finalement, un ressort, voilà, un piston, on couple les deux et ça fait une oscillation qui tamponne, qui absorbe les chocs extérieurs. Et c'est aussi viable malgré les fluctuations, c'est-à-dire que c'est capable d'encaisser des chocs plus importants. Donc par exemple, dans le vivant, hein, c'est très simple, c'est un arbre qui est capable de traverser des gelées hivernales, mais aussi des sécheresses estivales.
Ça veut dire que le spectre est quand même extrêmement large. Ben, ça, c'est robuste. D'ailleurs, robuste, hein, ça vient de robur, le chêne. On peut Hmm. pas dire que c'est vraiment inscrit dans le vivant, littéralement. Alors ça, c'est voilà, le monde fluctuant appelle la robustesse. Comment on fait pour être robuste? Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde les êtres vivants, mais on peut à peu près regarder n'importe quel système robuste, hein, mais le vivant est une très belle incarnation. Chez les êtres vivants, quand on trouve de la robustesse, en général, on voit des désoptimisations et en fait une baisse de la performance relative. Et que les êtres vivants se construisent plutôt sur les hétérogénéités, les lenteurs, les redondances, beaucoup de redondances, d'erreurs, d'imprécisions, d'inachèvements. Tout ça, c'est des non-performances. Alors, il faut bien définir la performance aussi, pour être bien clair. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience avec le moins de moyens possible. Bah, Mais quand qui on fait globalement est le cœur de notre société. On est bien d'accord, Olivier. Exactement. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, nous, société humaine, depuis des décennies, voire même des siècles, hein, mais surtout ces dernières décennies, on a décidé d'être performant avant d'être robuste. Et c'est pour ça que ça fluctue de tous les côtés. C'est qu'en fait, on a tout optimisé, y compris les écosystèmes. Bah, des systèmes suroptimisés sont fragiles et ils cassent. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans ce monde fluctuant. Ça vient pas de nulle part, hein. C'est nous qui avons créé ce monde fluctuant. C'est à force de générer un monde très fragile, bah, évidemment, ça casse. Les êtres vivants, c'est plutôt l'inverse. Ils vont plutôt développer des systèmes très robustes dans les fluctuations. En fait, vont se construire sur les fluctuations. Et pour faire ça, bah, il faut prendre des marges de manœuvre, il faut ajouter du jeu dans les rouages et donc aller contre la performance. Donc typiquement, si je reprends l'arbre, un arbre, ça a beaucoup de feuilles. Bah, c'est un système redondant. Mais il y a aussi beaucoup de bourgeons, beaucoup de branches, etc., quoi. Beaucoup de vaisseaux, etc. Donc toutes ces redondances, ça ajoute de la robustesse. Et en fait, c'est cette histoire de compromis entre robustesse et performance qu'il faut bien comprendre dans le monde dans lequel on rentre. Parce que le piège, ce serait de croire que quand il y a une crise, il faut augmenter les performances. C'est un peu ce qu'on fait, hein, en ce moment, hein. On a tendance à chaque fois augmenter les performances. Ben, là, on est dans l'ère où la performance devient contre-productive. Donc, on va fragiliser encore plus le système et ça va casser encore plus. L'exemple, et je termine peut-être juste là-dessus, c'est la crise de 2008, crise financière. Qu'est-ce qu'on a fait après la crise qui est majeure, hein, la crise de 2008, hein. C'est une crise de 1929 qu'on n'a pas vraiment voulu voir, hein, mais c'est une crise majeure, hein. On s'en est toujours pas remis, hein, à vrai dire. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait après 2008? On a optimisé les services publics. Donc, on a réduit le nombre de lits dans les hôpitaux. Bah, en 2020, quand il y a la crise Covid, ben, on manque de lits. Alors, c'est juste un micro-exemple, hein, mais c'est juste pour dire que c'est ça le problème. C'est le piège performant, c'est d'augmenter les performances dans les crises. Et si je fais le lien justement avec cette erreur de vouloir optimiser systématiquement et le lien avec le chêne ou tout arbre, être vivant qui va multiplier les feuilles, multiplier les bourgeons, multiplier les systèmes racinaires, etc. En quoi le vivant, justement, si on tire ce fil-là, nous renseigne sur la puissance de la robustesse? Parce que si on prend l'exemple, je trouverais intéressant, par exemple, tu me parles de l'exemple de la photosynthèse, par exemple, qui est un exemple de robustesse et de contre-performance, pour illustrer en quoi finalement constamment chercher l'optimisation, si ça semble être la voie, la solution universelle, est finalement une voie dans laquelle on s'enferre, quoi. Exactement. Alors, je vais revenir sur la photosynthèse, mais je vais prendre un objet technique pour l'illustrer. Quand on fait des avions, par exemple, quand on fait des avions, avions de ligne, hein, avec des passagers dedans, et ben, ces avions, ils ont trois systèmes autopilotes différents, qui sont tous indépendants et qui sont trois technologies vraiment très, très différentes. Donc, en fait, ça veut dire que tous ces avions trimballent des systèmes autopilotes que peut-être jamais ils vont utiliser. Mais par contre, on en a trois, parce qu'on se rend bien compte que c'est essentiel pour la robustesse de l'avion. Et l'avion lui-même ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités. Ben, pourquoi on fait ça? Parce que l'avion, il va voler et il va faire face à des turbulences. Donc, il va rentrer dans le monde fluctuant. Donc, il doit être robuste. Donc, en fait, on a fait un design robuste parce que cet avion doit traverser des fluctuations. Alors, c'est Doit pareil pour... parer à toute éventualité et activer ou pas tel ou tel système qui a été pensé pour envisager tel ou tel type de turbulence, en fait. Voilà, c'est un design qui est prêt pour les ruptures. Et alors que bah, nous, les sociétés humaines, on a plutôt fait des systèmes de continuité. On pense que tout est en continuité, qu'on est toujours abreuvé de pétrole du matin au soir, hein, pour le dire plus rapidement. Alors, dans le monde vivant, c'est très bien illustré aussi. Donc, l'exemple de la photosynthèse est particulièrement évident, puisque le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est 1%.
À peu près, hein, ça va de, quand on la mesure au champ, hein, c'est de 0,5 à 1,5, enfin, ça dépend évidemment hein, des parcelles, etc. Mais c'est très faible. C'est-à-dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Enfin, nous, quand on fait des panneaux solaires, hein, on est à 20-30% hein, de rendement énergétique. Donc on sait faire bien mieux en termes de rendement. Mais ce qui est mais la magie du vivant, évidemment, c'est que le vivant capte cette énergie lumineuse en circularité, en faisant des déchets qui nourrissent l'écosystème, et en plus, enfin, ils sont capables de résister à des très grandes fluctuations lumineuses. Donc, si on voulait augmenter la photosynthèse, le rendement énergétique de la photosynthèse, quand il y a un grand rayon de soleil, les plantes prendraient feu. Hmm. Donc, ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, bah, c'est plutôt des rendements très faibles pour faire, en fait, faire face à des fluctuations énormes. Et peut-être qu'une plante verra ça très rarement dans sa vie, peut-être même jamais. Mais ça a été sélectionné au cours des millions d'années d'évolution de la photosynthèse. Et donc, on est bloqué par ça. Mais c'est bloqué, le mot est négatif. Au contraire, c'est une leçon de viabilité, d'être sous-optimal pour être robuste. C'est ça. C'est finalement comme si la nature avait engrammé en fait tout un stock d'informations extrêmement précieuses et avait transformé les possibilités enfin, expérimentées ou possibles dans son fonctionnement pour pouvoir parer à toute éventualité qui sera ou pas activée. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas activée qu'elle n'est pas utile. C'est tout simplement que à ce moment-là de sa vie, il n'y a pas eu besoin de l'activer. Mais là où nous, on est en train plutôt d'élaguer et d'essayer de systématiquement enlever ce qui n'est pas tout de suite et maintenant utile, on est en train de perdre finalement, on est en train de se déraciner de notre C'est nature ça. d'être vivant. Exactement. Et il y a François Jacob qui a une belle expression pour ça. Il dit que l'évolution, c'est du bricolage. Ben, c'est un peu ça. C'est en fait, c'est jamais parfait. C'est toujours en cours d'adaptation. C'est jamais vraiment arrivé. Enfin, on est voilà, un peu en cours de route. Mais par contre, il y a plein d'options. C'est que justement parce qu'on a des tas de redondances, on a des tas d'hétérogénéité. Enfin, quand je dis on, hein, c'est le vivant. Hein, donc, je ne parle pas Oui, pour le vivant, mais c'est juste pour l'illustrer. oui. En fait, il y a toujours plein de chemins possibles. En fait, je vais le dire de façon un peu provocante, mais le vivant voit la performance comme un problème. Enfin, là, du coup, je fais vraiment parler le vivant, mais c'est que quand on rentre dans la performance, on s'enferme, on se canalise, on se spécialise. Ça marche que si on est dans une niche écologique très riche en ressources et stable. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe hein, pour certains parasites, certains prédateurs, dans certaines niches écologiques, c'est ce qui se passe, mais ça dure pas très longtemps. En général, c'est des impasses évolutives, ça finit par se cracher au bout d'un moment. L'essentiel des écosystèmes étant fluctuant, ce qui a été sélectionné au cours d'évolution pour l'essentiel des écosystèmes, c'est la robustesse avant la performance. Hmm. Alors, moi, j'entends combien justement on est sur ce point de bascule, en fait, à l'échelle sociétale, collective, individuelle, que beaucoup de personnes sentent et décrivent et vivent ce monde fluctuant que tu évoquais tout à l'heure. Et en même temps, le constat, c'est quand même qu'on navigue et qu'on nage dans un bain d'une société qui valorise, qui encourage la performance. Et c'est donc un changement radical à envisager, c'est vraiment un 180 degrés à opérer à l'échelle de l'individu, du collectif, quel qu'il soit, de la société. Donc concrètement, on peut sentir une forme d'urgence, on peut comprendre intellectuellement une forme d'urgence à changer, à devenir robuste, mais concrètement, comment on s'y prend à l'échelle peut-être déjà de l'individu, mais aussi du collectif, quel que soit le collectif où on appartient, pour que quelque chose de nouveau s'enclenche et qu'on ne se prenne pas le mur, qu'on est tous en train de se prendre d'une manière ou d'une autre, individuellement et collectivement. Bah, tu l'as dit d'ailleurs, hein, le changement est radical, donc il faut revenir à la racine. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas ce basculement qu'on est en train de vivre, c'est pas un basculement social, économique, écologique ou même géopolitique, c'est d'abord un basculement culturel. Et là, j'insiste lourdement parce que tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera des choses à la surface. On va mettre des panneaux solaires et puis on va penser qu'on a résolu le problème climatique, quoi. Ça, c'est totalement, enfin, c'est pas que c'est inutile, hein, mais c'est très superficiel, au sens littéral du terme d'ailleurs. Donc, on va plutôt chercher culturellement à changer les choses. Alors, comment on fait? En fait, la première chose à faire, c'est de réaliser que pour un changement culturel, il y a beaucoup de blocage mental. Euh, un changement culturel, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un changement technique. Bien sûr. Et donc, il faut pour ça créer des moments d'arrêt. Parce qu'en fait, on court, on est le hamster dans sa roue. Pourquoi changerait-on? Si on a une autre solution où je renonce à quelque chose et j'ai quelque chose qui me remplace ma solution, en fait, je ne le ferai pas.
parce que ça me fait perdre du temps, il faut que je réapprenne autre chose, etc. Donc ça marche pas. Donc comment on fait pour faire un changement culturel? En général, une solution, c'est de mettre en parallèle le renoncement et les 5 ou 6 ou 10 bénéfices qui sont liés au changement. C'est qu'en fait, c'est presque presque une leçon de marketing, c'est que ça ne suffit pas d'avoir un bénéfice pour un renoncement. Il en faut bien plus des bénéfices pour qu'il y ait de l'intérêt, pour qu'on commence à se dire, ah tiens, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Et donc, il y a une autre façon de le dire, c'est que quand on bascule du culte de la performance vers un monde de la robustesse, l'impossible devient possible. C'est ça qui se passe. Alors, il y a vraiment énormément d'exemples. Je vais peut-être prendre juste un exemple. L'impossible, par exemple, ce serait de dire que les produits de luxe sont vendus au prix le plus bas. Là, aujourd'hui, avec la loi du marché, la loi de l'offre et la demande, ça marche pas, hein, ça paraît vraiment impossible. Bon, bah, si on bascule dans l'économie de la fonctionnalité, donc des objets partagés, la fameuse perceuse qu'on peut se partager dans un village, dans un quartier, etc. Bah là, vu qu'elle circule, cette perceuse, elle doit vraiment être de très bonne qualité, donc très robuste au sens mécanique du terme. Et donc, on va avoir une perceuse de luxe, mais on va la payer 1 euro. Bah ça veut dire qu'on a accès aux objets de luxe au prix le plus bas. Donc, c'est l'impossible qui devient possible. Il faut juste renoncer à une chose, le lien propriétaire. Mm. C'est là qu'il est culturel, hein. Et donc, ça coûte moins cher. C'est ça qui est dingue, hein. C'est que dans un changement culturel, la bonne nouvelle, c'est que ça coûte moins cher. Le coût, il est psychologique, il est mental. C'est le seul blocage qu'il y a. Donc là, je prends juste l'économie de la fonctionnalité, mais c'est vrai pour tout. Agriculture intensive qui bascule vers l'agroécologie. Quand je fais de l'agroécologie, je ne dépends plus du prix du pétrole, je ne dépends plus des engrais, etc. Enfin, me suis autonomisé, je suis souverain au sens littéral du terme. Il y a aussi l'exemple pratique de Néoloco, d'Arnaud Créteau, une boulangerie solaire. Donc, il a un four solaire, il a complètement déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. Ouais, notamment, il cuit son pain le jour, hein, évidemment, pas la nuit, vu qu'il a un four solaire. Mais il utilise des levains moins performants pour que la pâte mette plus de temps enfin, pour que le gluten puisse se retrouver, et donc des pains qui se conservent plus longtemps, parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir cuire son pain tous les jours. Donc, tout ça, voilà, il a déconstruit. Ben là, c'est l'exemple typique. Lui, il fait ça depuis 2017. Il n'a pas augmenté le prix de son pain depuis 2017. Zéro inflation. Ça, c'est l'impossible qui devient possible. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, pour une boulangerie, le premier frein, la première fragilité d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Ben, lui, il a inventé une boulangerie avec une énergie gratuite et un modèle économique qui est adapté aux fluctuations. Donc, il ne peut rien lui arriver. C'est robuste. Et donc, du coup, ben, le prix ne change pas. Donc, tout Mm. ça, c'est vraiment culturel. En fait, on va falloir qu'on s'autorise à désobéir au culte de la performance. Dès qu'on commence à se dire, bah, tiens, est-ce que j'aurais pas une solution robuste plutôt que la solution performante? Bah, dès qu'on ouvre ce champ-là, on se rend compte que là, c'est pluriel et que c'est beaucoup plus engageant et réjouissant. Et pour se questionner justement sur quelle solution robuste, ou en tout cas quelle piste de robustesse je pourrais aller explorer, on revient à l'importance de ce que tu nommais de créer des temps d'arrêt justement pour s'extraire, faire un pas de côté et s'extraire de la roue du hamster. Ça nécessite aussi de peut-être qualifier les questions qu'on se pose parce qu'il y a cette habitude aussi de sans cesse, puisque ça fonctionne, puisque c'est valorisé, puisque c'est reconnu, puisque c'est encouragé, pourquoi sortir de ce qui fonctionne? Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est la fameuse scène d'ouverture du film La Haine, quoi. Jusqu'ici, tout va Mm. bien. Jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Bon, bah, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage quand même. Donc, ça nous pose quand même cette question de, effectivement, des modèles culturels qui sont à revoir. Mais moi, tout de suite, je pense à l'école, Mm. je pense à l'entreprise. On voit bien comment ça nécessite quand même un effort initial, en plus d'une autorisation où il faut mettre un coup d'arrêt à quelque chose dans un système qui nous a habitués à être dans une forme de voilà, il y a un rythme et il s'agit de pas quitter ce rythme-là et de faire en sorte de tenir la cadence, hein. D'où Mm. aussi ces fameux burn-out qui n'arrêtent pas d'augmenter ces temps-ci. Donc, comment on peut amorcer ce premier choix robuste? Ça veut dire quoi finalement faire un choix robuste au service de la robustesse? Alors, en effet, tu l'as dit finalement, hein, en subliminal, mais la robustesse, c'est d'abord questionner la question, ou questionner nos questions. En gros, ça veut dire que quand on fait un choix et quand on lance le projet, on va prendre du temps. Il y a du temps qui va être passé sur le questionnement, sur la conduction du projet, sur les réponses apportées, sur les discussions qui suivent. Dans le monde de la performance, on réduit le temps de question au minimum. Il faut rapidement aller à la solution. C'est la fameuse solution clé en main. Comme ça, on ne se pose plus tellement la question, on va directement sur la réponse.
Très souvent, c'est des solutions qui viennent un peu de nulle part dans les territoires, hein, et donc, les habitants vont soit lutter contre le projet, ne vont pas l'accepter, ne vont pas se l'approprier. Il peut y avoir des procès. Et donc, le temps qu'on va passer, c'est du temps après. On va passer beaucoup de temps judiciaire avec des procédures, etc., des temps de réparation. On voit bien, nos rues n'arrêtent pas d'être en réparation en permanence. On voit bien, hein, on n'a pas beaucoup questionné la question au départ, et après, on passe beaucoup de temps à réparer la réponse. Bah, dans le monde de la robustesse, on va passer beaucoup de temps sur la question. Par exemple, c'est l'architecture participative. L'architecture participative, c'est des architectes qui, avec les citoyens, vont dialoguer pendant très longtemps. Ils vont faire des échanges pour vraiment savoir ce que veulent les citoyens. Et les citoyens, enfin, ce que fait l'architecte, c'est juste transcrire ce que veulent les citoyens. Ils ne regardent même pas le règlement, hein. C'est juste voilà, des allers-retours. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis au bout d'un moment, on a un projet qui se tient bien avec les citoyens. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pose la question du règlement. Et donc là qu'on peut ajuster, voire changer le règlement. Si vraiment les citoyens ont une super idée, ben, on va changer le règlement. On construit le projet. Et là, le projet, il n'est plus accepté, il est accueilli. Et donc là, on n'a plus de temps perdu après. Et donc en fait, c'est juste une question de savoir où est-ce qu'on veut mettre son temps. Est-ce qu'on veut mettre son temps dans le monde performance sur l'approche procédurière, judiciaire, etc., ou c'est plutôt conflictuel, violent? Ou alors, est-ce qu'on veut avoir du temps joyeux en amont sur la question, créatif, où on dialogue avec les habitants, et ensuite, bah, en fait, le temps qu'on a perdu, entre guillemets, au début, on l'a gagné après, quoi. Donc, c'est une question de choix, de poids relatif sur la question ou sur la réponse. C'est ce que disait Einstein, hein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Bah, les 55 minutes sur la question, il faut les passer à chahuter la question. Il faut faire passer un test de robustesse à sa question. Faut bien comprendre qu'une bonne question, c'est une question qui est robuste. C'est une question qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc, quand on présente un projet, il faut que, quelle que soit la personne à qui on en parle, ce soit le même projet. Si on a atteint ce niveau-là, ça veut dire que là, on est sur une question robuste. Si ça n'arrête pas de changer, ça veut dire qu'on n'a pas encore identifié la bonne question. Donc, ça vaut pas le coup de lancer un projet parce que c'est instable. Hmm. Oui, puis on peut imaginer cette question autour de comment amorcer une réflexion pour que ce projet-là soit robuste. On peut l'imaginer à l'échelle effectivement d'un collectif de société, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, etc. Mais on peut l'imaginer au sein d'une entreprise, Mm. que ce soit des créateurs d'entreprises, des personnes qui reprennent des entreprises, des personnes qui développent des entreprises. Mais on peut aussi l'imaginer à l'échelle d'un individu. On sait aujourd'hui, et moi en tant que coach, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont un peu dans cet questionnement autour du sens, justement Mm. de bah maintenant, qu'est-ce que je fais, la suite de mon parcours? Je sens bien que je suis plus complètement alignée avec tout ce que j'ai fait avant, même si ça a pu avoir du sens avant. Aujourd'hui, je réfléchis à la suite, mais quelle question, par quoi commencer? C'est souvent la question qui arrive. Donc, toi, dans cette logique autour de la question, du questionnement robuste, ce serait quoi la première pierre à l'édifice une fois qu'on a créé un espace-temps pour se poser, appuyer Mm. sur pause et ouvrir un peu les chakras? Concrètement, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est dans la bonne direction d'un questionnement robuste? Alors, peut-être la première chose, ce serait la posture. Hmm. La posture notamment du dirigeant, du décideur ou de celui qui construit le projet, celui ou celle, hein, évidemment. Dans le monde de la performance, celui qui décide, c'est plutôt un meneur qui va dire je veux et je sais comment faire. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est du clé en main performant. On avance beaucoup plus vite, hein, c'est le dictateur éclairé, hein. Donc on va très très vite. Bon, évidemment, ça se plante, hein, parce que on est éclairé jusqu'à un certain point quand même. Donc, parfois, quand même, on fait des erreurs. Le cerveau humain n'est pas quand même tout seul suffisant. Donc en gros, mais c'est pas très grave dans un monde performant parce que dans le monde performant en général, on a l'abondance de ressources qui sert de filet de sécurité. Donc en fait, on peut se permettre ça. Bah, dans le monde fluctuant, dans le monde robuste, le décideur change de posture hein, et ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est déjà essentiel hein, comme posture, c'est en fait d'accueillir le fait qu'on ne prend pas tout sur ses épaules et qu'en plus, quand on dit j'ai envie, on veut inclure les autres. On ne veut pas les exclure, hein. Quand on dit je veux, on exclut. Quand on dit j'ai envie, on inclut. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, hein, ça veut dire qu'on crée un espace de coopération. C'est ça qui est fou, hein, c'est que je ne sais pas comment faire, ça sonne négatif comme ça, alors qu'en fait là, on donne la main, on s'ouvre. En fait, on crée un espace de coopération, hein. La coopération, c'est très simple, hein. Pour savoir si on est en coopération, il faut être capable de dire j'ai besoin d'aide. Si on ne sait pas dire, si on ne peut pas dire j'ai besoin d'aide, ça veut dire qu'on est en compétition.
Donc, créer cet espace de coopération, ça va faire émerger des choses. Bah, ça, c'est beaucoup plus robuste, évidemment, parce que bah, ça vient, voilà, c'est en bottom-up, hein, quelque part, donc c'est émergent. Et surtout, ça émancipe. Donc ça, c'est un point clé. Et peut-être un deuxième point qui est plus un outil, mais qui est pratique, c'est que très souvent, pour faire des projets robustes, ce qui fait qu'on ne fait pas de projet robuste, c'est que dans sa tête, on est encore dans l'idéologie du monde stable. Donc on pense que voilà, le monde est abondant en ressources, que finalement les fluctuations, c'est que dans les pays du Sud, ou que c'est encore en 2050 ou en 2100. Alors tout ça, évidemment, hein, c'est terminé, hein. On a, à Verviers en 2021, il y a eu des inondations de type pays du Sud, donc c'est en Belgique, d'un seul coup, quoi, hein. Donc voilà, les fluctuations arrivent à tous les niveaux et brutalement. Donc une fois qu'on a, comment on fait pour s'acculturer au monde fluctuant, pour se convaincre qu'on est dans le monde fluctuant, en fait, c'est plutôt ça, hein. Bah, le stress test, voilà. Ça, c'est un outil très simple, un jeu de cartes où on, voilà, on tire une fluctuation au hasard. Donc par exemple, voilà, une méga inondation dans le territoire, un arrêt d'Internet pendant 6 mois, enfin voilà, ce type de fluctuation. Et on voit comment on réagit et surtout qu'est-ce qu'il faut faire de façon préventive pour que le jour où ça arrive, il y ait le moins d'impact possible. Eh ben, il n'y a pas de secret, hein. Si on le fait sérieusement, on va augmenter les marges de manœuvre, on va mettre des redondances, du lien au territoire, du lien social, et ça va faire de la robustesse. Donc, c'est voilà, deux petits outils, mais qui permettent au niveau individuel déjà de faire un premier tri. Oui. Et donc, cette notion de stress test que je trouve très intéressant, c'est effectivement, on rejoint l'exemple du vivant que tu évoquais tout à l'heure, de se dire, en fait, cette approche préventive, c'est comme dire, en fait, parler de la mort ne la fait pas venir plus vite, en fait. C'est surtout Mm. de se dire, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que on imagine ensemble pour se dire, bah, en fait, on a envie de se mettre en sécurité. En tant qu'être vivant, on a besoin de sécurité et on a besoin aussi de liberté, on a besoin de trouver finalement comment positionner notre curseur entre ces deux polarités. Et donc, qu'est-ce qu'on construit ensemble ou qu'est-ce que je construis en fonction de la taille et du périmètre de mon projet pour que de manière préventive, j'avance sans savoir ce qui va se passer, parce qu'on est Mhm. bien, comme tu le disais, dans un monde fluctuant, et en même temps, j'anticipe avec les données dont je dispose et avec les scénarios et avec tout l'imaginaire aussi que je peux nourrir sur bah, qu'est-ce qui pourrait se passer et du coup, qu'est-ce qu'on met en place ensemble pour limiter les dégâts si ça arrive, voire bah, s'en sortir avec même un peu de grâce dans tout ça, quoi. Exactement. Alors ça, c'est important parce que c'est quand on bascule dans la robustesse, c'est pas de la gestion des risques, c'est réenchanter les risques. C'est Hmm. que quand on reste dans la gestion des risques, on reste dans le monde de la performance. C'est-à-dire qu'on va slalomer entre les risques, mais en fait, c'est l'optimisation, toujours ça, hein. En fait, on va être agile, mais toujours pour le même objectif. Donc, toujours efficace, quoi. C'est juste une autre façon d'être efficace. Réenchanter les risques, c'est plutôt l'approche improvisation jazz, par exemple. C'est qu'en fait, ce qui fait la joie de l'improvisation jazz, c'est qu'il y a des erreurs sur le parcours, qu'il y a des choses inattendues. C'est ça qui nourrit l'intention. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faudrait recréer dans un projet robuste, c'est de penser ça comme une improvisation jazz ou improvisation théâtrale, de danse, enfin ce qu'on veut, hein, mais d'impro, quoi. Ce qui va nourrir l'improvisation, ce sont les erreurs, ce sont les hétérogénéités, les fluctuations. On va construire sur les fluctuations. Et là, c'est là où c'est très joyeux, et c'est là où c'est vraiment culturel. Parce que sinon, si on fait un stress test juste pour nourrir sa paranoïa, ça va pas marcher, hein, évidemment, hein, parce que là, on va être dans les coins excités, hein. Là, au contraire, comme tu le disais, hein, c'est une question de sécurité, mais bien définie. C'est que la sécurité définie dans le monde de la performance, c'est une doctrine sécuritaire qui rend les gens parano et qui crée de l'insécurité. Donc c'est du Illich dans le texte, hein, c'est de la sécurité contre-productive, hein, de la sécurité qui crée de l'insécurité. Dans le monde de la robustesse, on va plutôt donc réenchanter les risques, et donc ça veut dire que la sécurité, on la définit comme la viabilité du territoire. Donc, viabilité du territoire, hein, ça peut être sa famille, ça peut être son logement, ça peut être tout le territoire, le village, l'entreprise, c'est voilà, c'est très large, hein. Ben, si on pense sécurité comme la viabilité du territoire dans le monde fluctuant, alors la sécurité devient de la sérénité. Ben, dans une sérénité, c'est là où en fait, c'est très engageant. Et donc, les crises qui viennent, c'est pas qu'elles nous surprennent pas, elles nous surprennent toujours, mais on a un jeu de cartes, on a un couteau suisse, donc on est capable de faire face. Et même parfois, c'est l'opportunité pour développer un nouveau projet qui était pour l'instant au grenier, dans un tiroir. Ben là, il va être pertinent. Hmm. Oui, donc c'est ça, c'est créer, apprendre finalement à créer des chemins multiples à partir de potentielles situations qui ont déjà été éprouvées ou qui pourraient survenir. Et donc c'est aussi une approche qui nécessite, quand tu parlais de finalement d'improvisation,
c'est une compétence aussi à activer. C'est comment est-ce qu'on s'autorise à activer ces compétences-là? Comment est-ce qu'on s'autorise à autoriser ça autour de nous aussi? Comment est-ce que finalement on cultive une forme de créativité chez tout le monde et pas juste chez les artistes, parce qu'il y a aussi souvent cette Mhm. confusion que les créatifs, ben, soit on est scientifique, soit on est créatif, mais on n'est pas les deux. Donc quelque part, il y a une invitation à cette transdisciplinarité que tu évoquais au démarrage de notre échange. Et en même temps, ben, moi, ça m'évoque forcément l'école, pour revenir à ce Ouais. point-là. Aujourd'hui, concrètement, comment tu vois les choses, toi, pour que l'école s'approprie ces enjeux autour de la robustesse et accompagne euh, depuis la maternelle, mais jusqu'au niveau des études et puis toute la formation tout au long de la vie, ces enjeux-là? Ça doit passer par quoi? Et est-ce que tu as peut-être déjà vent de pratiques, de manières d'envisager ces sujets-là qui fonctionnent aujourd'hui? Alors bien sûr, donc l'école c'est clé, hein. Ben, juste, on est dans un moment culturel, donc ça passe par l'éducation, hein, très très clairement. Alors l'école, pendant, je suis un peu binarisé comme d'habitude entre monde de la performance, monde de la robustesse, mais l'école dont on hérite, c'est une école du monde de la performance, du culte de la performance, et donc est une école de la compétition. Où on met des notes, on évalue la performance des élèves, on les classe. Il y a, voilà, même le classement de Shanghai, hein, jusqu'au laboratoire qui sont les universités qui sont classées. Enfin, c'est vraiment incroyable, hein. Donc il y a des podiums, il y a des médailles, des prix, des facteurs d'impact de journaux scientifiques. Enfin, c'est incroyable, hein, comme tout le parcours scolaire, hein, c'est de la compétition et de la performance. Et donc en fait, ce sont des écoles où ce qu'on va valoriser, c'est le premier de la classe, et ce qu'on va célébrer, c'est le fait qu'il a écrasé les autres. Donc c'est vraiment une école violente. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tensions à l'école de la performance entre les élèves et les profs, entre les profs et les parents d'élèves, entre les élèves et les parents d'élèves. Enfin, donc voilà, c'est une petite guerre qui se cuisine là. Alors si on veut penser robustesse dans l'éducation, bah, évidemment qu'on change la culture de ce que c'est qu'une école. Et donc dans le monde de la performance, les professeurs viennent avec des réponses. Et bah, dans le monde de la robustesse, les professeurs viennent avec des questions. Et ce sont les élèves qui vont chercher les réponses, collégialement. Donc ils apprennent à coopérer entre eux, mais aussi avec la ville, avec le boulanger du coin, etc. Enfin, on élargit le spectre. L'école sort en fait de son spectre. Alors c'est des écoles qui sont plus lentes, plus hétérogènes. On va pas faire la fin, tout le programme dans l'année, parce qu'évidemment ça prend beaucoup plus de temps. Mais par contre, c'est des écoles où on apprend à apprendre. Donc c'est beaucoup plus méta, hein, c'est beaucoup plus systémique. Bah, si on prend au sérieux les fluctuations qui viennent, c'est des citoyens comme ça, hein, dont on a surtout besoin, des citoyens qui sont capables de coopérer, de pratiquer, enfin d'échanger avec des personnes avec différentes traditions, différentes cultures, qui sont du coup capables de déminer les fake news et tout ça. Enfin, c'est toute une école comme ça, hein, finalement, hein, où on n'est plus consommateur. C'est un élève qui est un co-acteur de la construction de la connaissance, finalement. Et à la fin de l'année, comment on évalue les élèves dans ces écoles-là? Bah, ce sont des élèves qui, à la fin de l'année, vont sur l'estrade et font cours aux autres élèves. Parce qu'ils vont présenter un des projets qu'ils ont fait dans l'année ou une découverte qu'ils ont eue dans l'année. Donc là, ils ont beaucoup de reconnaissance. Parce qu'à la fin de l'année, ils sont profs. Et ce qu'on va évaluer, c'est les capacités de partage. Et donc, ce qu'on va célébrer, c'est la coopération. Ce n'est plus la compétition. Et donc, dans un monde fluctuant, évidemment que c'est de ces écoles-là dont on a besoin. Alors, il y a des modèles. En fait, dans l'école traditionnelle, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'école de Jules Ferry, quand même, on a un peu lâché l'affaire, hein. Il y a beaucoup plus de travail en équipe, des projets, etc., c'est avec des citoyens, Projet etc. Donc, pluridisciplinaire, une approche projet, justement. oui, exactement. Voilà. Donc ça se développe quand même beaucoup. Et après, il y a des écoles qui vont plus loin, comme les écoles Montessori, Freinet, Strömberg en Finlande. Enfin, il faut quand même noter la Finlande qui, en 70, a fait ce tournant-là. En tout cas, a fait aller beaucoup plus vite dans cette direction-là. Et bah aujourd'hui, si on revient au classement, bah, elle se trouve plutôt en haut du podium, hein. Donc c'est intéressant comme on est, nous, dans un monde éducatif où l'éducation devient contre-productive, parce qu'elle est restée enfermée dans un vieux modèle, et ceux qui ont fait le choix précoce, finalement, de prendre les fluctuations pour ce qu'elles allaient devenir et voilà, ont réinventé leur modèle culturel de l'école, bah, ça se passe beaucoup mieux, hein, pour tout le monde. En fait, s'il y avait un changement à faire tout simple, hein, ce serait pour moi, mais qui aurait beaucoup d'impact, c'est au ministère de l'Éducation nationale d'imposer qu'il y ait dans le personnel du ministère 20%, au moins 20% du personnel qui sont des personnes qui ont totalement échoué à l'école. Parce que tant qu'on a des personnes qui réussissent à l'école, eh ben, évidemment qu'elles ne sont pas capables de voir le problème
du système éducatif actuel. Donc ça fertiliserait. Bah, ça, c'est aussi une forme d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité quand on commence à mélanger les parcours et les histoires. Oui, c'est à la fois à nouveau une occasion et un terreau inviter en tout cas l'hétérogénéité, la Mm, différence, exactement. croiser les regards et faire émerger quelque chose. Donc ça montre aussi ce que j'entends, c'est que aujourd'hui l'enjeu, c'est plus tant d'apprendre des savoirs qui sont de toute façon disponibles pour un peu qu'on ait appris à chercher une Mm, information, mais on est plutôt dans une société qui a besoin d'apprendre à la transformation, non plus de transmettre de l'information, mais plutôt d'apprendre à comment se transformer individuellement, collectivement, et comment finalement nourrir des compétences comme la communication, la coopération, l'esprit critique, la créativité. Et ça, on voit bien qu'on est plutôt sur des approches transversales, les fameuses soft skills dont on parle mm. beaucoup depuis quelques années. Donc, comment ça, est-ce que tu vois une manière, au-delà de l'approche projet, voilà, une première piste aussi qui encourage ça, même à l'échelle des familles, hein, Ouais, ouais. Alors, en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il ne faut pas que ça reste, disons, un peu conceptuel, quoi, hein, la communication, etc. Il faut que ce soit vraiment très concret, et notamment par le travail manuel. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'école, on a beaucoup mis en avant les maths et le français, hein, qui est un peu le point cardinal de l'éducation. Et on a un peu oublié les approches art plastique, les travaux techniques, etc. Alors qu'en fait, c'est ceux-là qui sont les plus pertinents pour faire de la coopération, parce que là, on fait face à la rigidité du matériel, hein, enfin, en tout cas, à ses limites. Et hmm, donc, on est bien obligé de coopérer. Si on a un objet lourd, eh ben, on va le transporter à deux, quoi, hein, voilà, tout bêtement. hmm, Ben, ça, en fait, cet apport manuel, c'est incroyable parce que c'est très fertile. C'est qu'en fait, si on commence à faire, par exemple, du tout réparable à l'école, donc, si on apprend aux élèves à réparer tout ce qui se trouve à l'école, donc une chaise, un tableau, leur cahier, leurs vêtements, ça c'est tout bête, hein, mais on est obligé de le faire à plusieurs, de se partager des savoir-faire, d'avoir une culture du réparable. Et forcément, on va faire de la communication, de la coopération, des soft skills, etc. Et c'est là, on hybride très fort, là, parce qu'on prépare des citoyens à ce qui vient, à un monde démondialisé où il va bien falloir réparer localement beaucoup plus qu'avant et en plus des soft skills qui vont avec. Donc en fait, c'est une école très joyeuse. Et en plus, c'est une école de la fierté, parce que quand on sait réparer ces objets, on n'est plus obsolète. Comme disait Gunther Anders, c'est que tous ces objets hyper performants, hyper complexes qu'on n'est pas capable de réparer, ça nous rend un peu obsolètes, nous les humains, hein. En fait, on est en train de suivre la performance des machines, mais on n'est plus capable de réparer son smartphone, quoi. Bah, hmm. si on est capable de réparer ces objets, il y a instantanément une récompense. La récompense de savoir réparer, de pouvoir faire évoluer son vélo, etc., quoi. Voilà, plein d'objets qu'on peut comme ça, qui sont, enfin, c'est un peu c'est des graines, quoi. C'est des graines qu'on peut arroser. Voilà. Des gaines qu'on peut arroser, qu'on peut partager, qu'on peut faire fructifier aussi, qu'on peut offrir. Mm, Il y a plein de belles possibilités, en tout cas, que j'entends dans cette voie-là, où on part de quelque chose de très concret, comme on a un objet qui ne fonctionne pas, bah, mm. l'objectif, c'est qu'on le répare. On fait comment? Ben, on ne sait pas. Et ben, on va chercher, on va Ouais. inventer, on va partir des contraintes, on va tourner autour et ensemble, on va cheminer et on aura appris des choses qu'on pourra ensuite transposer à d'autres situations qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont jalonner nos vies et où il s'agira à nouveau de regarder ce qu'on a en face de nous, d'en faire le tour, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réparer, avancer et cheminer avec tout ça. Super. Exactement, exactement. Mais du coup, ça me pose la question, moi, de comment on fait un choix robuste quand même dans une société de l'hyper-choix, Mm, qui reste un environnement qui baigne encore dans une forte culture de la performance, avec d'ailleurs des relents de culture de performance très très forts ces temps-ci. Donc, je suis assez curieuse de savoir comment toi, Olivier, personnellement, tu veilles justement à pas te faire embarquer dans cette folle course à la performance à laquelle on est invité, mais quotidiennement. Alors, j'y arrive que partiellement, hein, parce que Ben justement, justement, ça m'intéresse. vu que alors, le sujet de la robustesse est un peu paradoxal, hein, mais le sujet de la robustesse là s'invite de plus en plus souvent parce que évidemment on rentre dans un monde de plus en plus fluctuant, donc la robustesse devient de plus en plus pertinente. Et donc j'en parle très souvent dans plein de contextes, hein. Et donc là je le rationalise un petit peu en disant bah, c'est un moment de fièvre. Donc voilà, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais à fond, j'en parle beaucoup. Et donc je dis beaucoup de choses en peu de temps, hein. Tout ça c'est de la performance, hein, très clairement. Mais alors comment je fais pour
pour soigner ma robustesse personnelle, bah, notamment garder des plages où on ne fait rien, même je veux dire, pas, pousser les agendas au maximum, quoi, se garder des moments où on fait rien, des journées où on se dit bah là finalement je prends rien, je sanctuarise. Donc en fait c'est un petit peu des soupapes, mais c'est aussi sur la question des choix, de pas voir l'absence de choix comme un renoncement. C'est de se dire, bah, voilà, par exemple, à la maison, donc on n'a pas la télé, mais on regarde de temps en temps Arte sur l'ordinateur, mais que Arte. En fait, on n'a pas besoin de regarder autre chose. S'il n'y a pas de choses intéressantes sur Arte, bah, ça veut dire qu'on ne va pas regarder la télé, voilà, enfin, en tout cas l'écran, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller chercher forcément un truc à regarder. On peut faire plein d'autres choses. Et en fait, se mettre comme ça, c'est pas vraiment des contraintes, hein, c'est plutôt des opportunités. Se dire, bah, si on n'a pas l'écran, on a un bouquin, on a un jeu, enfin, on peut faire plein d'autres choses, quoi. Ouais. Mais c'est tout simple, hein. Enfin, c'est vraiment un exemple ras des pâquerettes, hein. Mais c'est juste pour. En fait, ce qui est fou, hein, sur le choix, c'est vraiment une question très pertinente parce que ça induit la fatigue. Quand on a plein de choix, on se fatigue. L'exemple typique, hein, c'est le supermarché. Dans le supermarché, il y a vraiment énormément de choix. Quand on arrive à la caisse, on est vanné, quoi. Mais alors on est vanné parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène aussi. Enfin, il y a plein de raisons, hein. C'est vraiment La des lieux assez lumière, le toxiques, hein, bruit, finalement. tout ça. Mais le cerveau doit choisir en permanence. À chaque fois, il y a voilà, des poids relatifs à faire, etc. Donc, quand on arrive à la caisse, on est complètement fatigué, notre cerveau est vraiment cramé. Et qu'est-ce qu'on trouve à la caisse? Toutes les petites sucreries. Et là, notre cerveau fait un raccourci de, ah, sucrerie, tac, voilà. Donc, on est une victime aussi. Donc, c'est incroyable. C'est même pensé comme ça, hein, c'est pas par hasard, hein. Donc, voilà, déjà, déminer le fait que l'excès de choix fatigue, ça devrait nous dire que bah, si on réduit le nombre de choix, on va moins se fatiguer. Et donc, on prend soin de son potentiel, on prend soin de sa robustesse. Exactement. Et du coup, pour souligner ce que tu dis là, pour moi, en l'occurrence, c'est pas de l'absence de choix, c'est plutôt se dire, je fais un choix lucide et je fais le choix de ne pas être finalement embarqué dans cette roue de l'hyper-choix qui crée une fatigabilité extrême, en fait, très très vite, au cœur de nos journées. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce que je prends souvent l'exemple des rayons yaourt des supermarchés. Si tu veux passer tout en revue, il faudrait poser une RTT en fait, hein. C'est ça. On en est là, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment se dire comment je crée mon environnement de choix suffisamment bon, comment je fais des choix qui me nourrissent, qui m'élèvent plus qu'ils ne me plombent, et de quoi j'ai besoin moi en tant qu'individu, ou de quoi on a besoin nous en tant que collectif, que ce soit la famille, les amis, le quartier, la ville, la société, qui sont des choix suffisamment larges pour qu'on puisse s'y retrouver mais suffisamment restreint pour qu'on n'y perde pas non plus notre vie, notre Mm. oxygène et notre santé mentale. C'est vraiment cette fine nuance, en fait, je trouve, c'est même pas de l'absence de choix. Pour moi, c'est plutôt, il y a eu un choix affiché, affirmé, lucide, conscient qui a été posé à un moment donné, de se dire, je fais le choix de ne pas subir ce qui Mm. m'entoure et de devoir moi y répondre comme si je tentais de relancer toutes les balles autour de moi sans en perdre une du regard et sans en lâcher une seule du bout de ma raquette, mais plutôt je sélectionne finalement et je me crée un périmètre, un environnement oui, une façon d'être au monde qui part de qui je suis, de ce qui m'importe pour pouvoir ensuite me positionner par rapport à ce qui se présente autour de moi. Je sais pas Mm. comment ça résonne pour Oui, toi. oui, ah bah, carrément. Ça me fait penser un peu à la FOMO, là, hein, la fear of missing out. Le fait que quand on est exposé à beaucoup de choix, ce que ça génère, c'est la peur de manquer, finalement, de se dire, ah ben, je suis en train de passer à côté d'une opportunité. Donc, c'est très anxiogène, enfin, le surchoix, hein, l'exposition à surchoix. Alors que si on se dit, bah non, en fait, voilà, je suis présent dans le moment. Là, j'ai fait le choix de discuter avec une personne ou de prendre un café ensemble, etc. Bah, je le fais à 100%. Je suis complètement présent. J'ai éteint mon téléphone portable. J'ai fait ce choix-là. Je l'assume complètement. Et ça apaise. Parce Mm. que si on est avec quelqu'un et qu'en même temps on se dit, ah oui, alors en fait, j'ai aussi ce projet-là, il faut que je pense à tout. Bah, en fait, on n'est pas là, quoi. On est ailleurs. On n'est pas vivant, en fait. On est dans une forme de. Ouais, je sais pas exactement où on est, mais en tout cas, on n'est pas présent. Donc moi, ce que je retiens de notre échange, Olivier, c'est quelque part comment revenir justement à la racine, revenir à nos racines, revenir, non, quitter la surface agitée du monde, revenir aux profondeurs, aux racines pour pouvoir nourrir de manière encore plus consciente nos bourgeons. C'est ça? Ouais, moi, ça me va très bien. C'est un peu le choix émergent, le choix puissant, on pourrait le dire comme ça. C'est que, en fait, si on prend soin de sa robustesse, les choix sont toujours là. Et c'est une forme de sécurité parce qu'on sait qu'on a toujours maintenu des choix. Mais
l'abondance de choix n'est pas l'obsession, c'est une propriété émergente. C'est ce qui vient du fait qu'on a soigné sa robustesse. Donc, plus on a nourri sa posture, cultivé dans quelles conditions on a envie d'avancer, plus finalement les choix sont possibles et plus on peut à nouveau ne pas subir, mais plutôt définir la trajectoire et avancer au regard des contraintes, des situations qui se présentent. Ouais, exactement. J'aime bien dire que le monde robuste est un monde pluriel. C'est qu'en fait, si je prends un exemple, si je suis une entreprise qui vend des cahiers, par exemple, si je suis dans le monde de la robustesse, peut-être que je vais devenir une école. C'est que je vais peut-être changer d'objectif. Si je reste dans le monde de la performance, je vais essayer de faire des cahiers encore plus qu'avant, moins chers, etc. Donc je vais rester sur le même objectif, quoi. Donc c'est quand même assez joyeux de se dire qu'on s'autorise à changer de métier en cours de route, à dérailler dans le bon sens du terme, parce que voilà, on n'est pas obligé de suivre les rails. Voilà. Oui, on peut voilà, s'extraire en tout cas, ne pas s'enferrer, ça c'est aussi un des points que tu soulignes Mm. souvent, et veiller à ouvrir le champ des possibles. Et ça rejoint ce que tu disais en préambule, d'être finalement dans une posture d'ouverture. Tout à coup, on n'a pas forcément plus d'informations sur ce qui vient, mais on est dans une posture qui va plus facilement appréhender ce qui se présente, accueillir les données en présence et du coup faire preuve de créativité si on s'y autorise pour pouvoir avancer encore mieux, en tout cas avec tous les éléments qui sont possibles sur notre chemin. Tu as dit le bon mot pour moi, mais j'avais peut-être dit tout à l'heure, quand on accepte, en fait, on s'enferre dans le canal. Quand on accueille, là, on ouvre les possibles. Super. Donc on va inviter toutes les personnes qui nous écoutent à accueillir, à ouvrir et à nourrir les racines pour pouvoir cultiver une multitude de bourgeons à venir. Merci beaucoup, Olivier. Si les auditeurs veulent te joindre, te découvrir encore davantage, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, il y a plusieurs sites. Il y a le site de l'Institut Michel Serres, institutmichelserres.fr. Il y a aussi le collectif larobustesse.org, où il y a des communautés apprenantes sur la robustesse. Il y a des ressources, des écrits, des jeux. Il y aura une fresque de la robustesse, tout ça, qui est en train de se développer. Bon, sinon, j'ai ma page LinkedIn où je regarde un petit peu, je peux éventuellement communiquer. Mais sinon, voilà, les deux principaux. Mais surtout, je pense que la robustesse.org, c'est une très belle communauté qui est en train de se monter là et qui devient plurielle aussi. Et on sait que la robustesse, elle va être de plus en plus possible grâce à de nombreuses personnes qui, en marge, vont faire aussi des émules. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Ariane. Un grand merci à Olivier pour sa confiance, sa générosité et la richesse de ses partages. Et vous, qu'est-ce que cette conversation a fait bouger en vous ? Je vous invite à prendre un instant pour identifier la pépite que vous choisissez d'en retenir. Ce mot, cette phrase, cette idée qui a résonné pour vous, en vous. Comment allez-vous l'intégrer à votre réalité ? Quel est le premier petit pas concret à votre portée que vous pouvez choisir de poser dans les prochains jours, voire les prochaines heures, pour donner corps à ce qui vous a inspiré ici ? Si cette conversation a fait émerger un déclic, une question ou même une zone d'inconnu féconde, je serais ravie que vous me les partagiez. Et pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir ou redécouvrir 3 anciens épisodes du podcast qui font écho au lien entre choix et robustesse. L'épisode 7, l'embarras du choix, dans lequel je partageais dès 2019 les travaux du psychologue Barry Schwartz sur le paradoxe du choix et l'importance des choix suffisamment bons. L'épisode 17, intitulé « Choisir, c'est s'engager », et l'épisode 105, le poids des petits choix. Et pour aller plus loin sur le thème de la robustesse, direction le site larobustesse.org pour trouver de précieuses ressources et rejoindre une communauté apprenante. Enfin, Olivier Amand est joignable quant à lui via LinkedIn. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast Avez-vous choisi sur mon site oriansavoureluca.com. Et si cet épisode vous a touché, questionné, inspiré, vous pouvez le dire très simplement en laissant une constellation d'étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.
Vos étoiles, vos mots et votre bouche à oreille sont des soutiens précieux et très concrets pour aider ce podcast à rayonner plus largement. Et si vous êtes un ou une entrepreneur dans l'âme et que vous ressentez l'envie de travailler avec moi pour raviver votre énergie créative et déployer vos projets singuliers sans vous brûler ni vous oublier en chemin, je vous invite à me contacter via mon site oriansavoureluca.com. Nous prendrons le temps de voir ensemble si un accompagnement est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une journée savoureuse et lumineuse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?